Dans cet épisode, on rencontre Spark Dies, un créateur qui illumine Internet depuis bientôt 10 ans. Depuis 10 ans, enfant pur jus de Disney Channel, élevé aux séries qui parlaient trop vite, aux génériques iconiques et à l'énergie sans fin des teen shows, Spark Dies a fait de la pop culture et de l'entertainment bien plus qu'une passion. C'est son langage, son terrain de jeu, son ADN. À 26 ans, après une décennie à partager ses analyses, ses réactions et sa vision ultra sensible de la culture, il s'est construit une véritable place dans le paysage digital. Une voix unique, drôle, précise, émotionnelle, qui comprend l'écran comme peu savent le faire. Tu me sauces là, mon Dieu. Et derrière l'humour, il y a aussi un créateur qui travaille profondément, qui conçoit, réalise, imagine et a déjà donné naissance à plusieurs projets créatifs dont on va parler ensemble. Dans cet épisode, on revient sur ses débuts, à l'époque où faire des vidéos n'était pas encore un métier, sur le fait de grandir sous Internet, sur la pression créative, l'évolution de la pop culture, la fatigue de performer en permanence et la place qu'on se construit quand on refuse de rentrer dans une case. Parce qu'il n'existe pas une seule manière de créer, parce qu'on peut être passionné, sensible, drôle, décalé et sérieux dans ses ambitions, parce qu'au fond, la vraie magie, c'est de transformer ce qui nous fait vibrer en quelque chose qui touche les autres. Comment tu vas, Johan? Écoute, ça va super, quelle belle introduction, ça fait trop plaisir et je suis surtout très ému d'être ici, devant toi. On est devant, non pas une, mais plusieurs caméras ensemble Ouais, 10 ans après, ouais, alors qu'on filmait nos vidéos de façon assez ghetto à La Défense, de manière assez interdite, oui, quand aussi. j'avais à peine genre 15 ans et toi, t'en avais genre 18. Ah ouais, j'étais déjà J'abuse. majeure. Non, mais c'est vrai, j'avais Je au crois que tu moins étais pas 18, majeur, hein. 19 ans. Si, si, C'est 2015. fou, c'est fou. Genre, écoute, ça va super comme tu l'as si bien dit, de savoir que 10 ans après, bah, on est là Ouais, et qu'on est toujours aussi content de ce qu'on fait, donc au top. trop bien. On va revenir sur ton parcours, mais pour revenir sur ton parcours, il faut qu'on commence quelque part dans le 94. Les filles, les gens, ils ont trop oublié, ils pensent que je suis un nepo baby et tout. Euh, Non, non, il faut revenir quelque part au fin fond du RER A. Ouais. Donc, comment était ton enfance, ton environnement familial? Honnêtement, j'ai pas grandi dans un milieu qui était très privilégié, mais je l'ai été en quelque sorte parce que mes parents ont toujours été hyper ouverts d'esprit, m'ont toujours accompagné dans ce que je voulais faire. J'ai pas eu la chance d'avoir de frères et sœurs alors que j'en voulais absolument. Ma mère, elle a pas pu avoir d'autres enfants. Ouais. Mais en grandissant, j'ai compris que ça a permis à ce que financièrement mes parents puissent m'accompagner pour, bah, typiquement m'acheter ma première caméra Ouais. ou mon premier ordinateur, chose qu'ils n'auraient pas pu faire s'ils avaient d'autres enfants à gérer en fait dans le foyer. Et ouais, j'ai grandi dans cette banlieue et ça s'est hyper bien passé. Ça craignait pas forcément, mais j'avoue que le collège m'a un peu forgé l'esprit. Ouais. Mais en même temps, genre, quand je vois les enfants qui ont grandi à Paris, je suis tellement content d'avoir grandi en dehors de tout ça. Oui, bien sûr, ouais. Parce que, bah, je pense que tu me rejoins dessus, ça fait que, bah, tu es plus ouvert aux autres déjà de un. Ouais, c'est une forme de richesse. Exactement, une forme de richesse et puis ça forge aussi le mental dans plein de trucs. Genre, j'ai beaucoup de sang-froid quand je deal avec des Parisiens, tu vois? Oui, ok, je vois. Qui se prennent la tête pour tout et Ouais, ouais. rien. À l'adolescence, ta personnalité, elle était comment? Est-ce que tu étais déjà tournée par le fait de devenir Spark Dies? Je pense pas du tout. En fait, à la base, j'ai lancé une chaîne YouTube quand j'étais, au collège Ouais. et ça s'appelait Johan's Productions et je mettais en avant, genre, mes potes parce que moi, je voulais absolument pas enfin, j'avais juste pas confiance en moi pour me mettre devant la caméra, mais j'aimais, le montage, Ouais. j'aimais tous ces premiers trucs. Donc je faisais des fausses téléréalités de mes potes, je distribuais des tracts, pendant les heures de cours de récré au Ouais. collège et en fait, forger ma personnalité de Spark Dies et cet alter ego qui m'a permis de devenir qui je suis aujourd'hui m'a pris beaucoup de temps et c'est en me forçant, en fait, quand j'ai commencé YouTube, toi-même, tu sais, je parlais des stars, je faisais des chroniques people. T'inquiète, on va y venir. On va y venir et c'est plus en grandissant, quand j'ai pris confiance en moi, quand je suis devenu majeur que là, j'ai compris que, bah, j'avais des choses à raconter tout simplement. Ok. Et ton parcours scolaire? Comment ça s'est passé? Genre, t'étais au collège, ok, et au lycée, t'as fait quoi? Après le collège, j'étais en mode: «Je suis un artiste, en fait, les filles. Genre laissez-moi tranquille». Donc j'ai apply pour, art appliqué. Ok. Ça s'appelle STD2A, la section. Je sais pas si ça existe toujours, mais je pense que oui. Du coup, bah, j'ai fait ma seconde art appliqué à Saint-Maur. Donc là, c'était différent parce que j'étais mélangé avec d'autres gens, de partout d'Île-de-France et aussi des petits cons de Saint-Maur, riches qui étaient un sup, mais mes vies, il y avait des garçons, c'était trop beau et du coup, cette seconde art appliqué, c'était hyper cool comme expérience et
Maintenant, genre, en grandissant, je me rends compte que j'ai appris pas mal de trucs quand même grâce à ça. Mais je sentais que tout le monde voulait faire soit architecte d'intérieur. À la base, je voulais faire de l'animation parce que j'étais très fan de Disney. En fait, ça prenait énormément de temps. Rien qu'en seconde, c'était genre une pression de fou. Cette section art appliqué, vraiment section Genius. Et du coup, non, je suis parti en ES, tout simplement parce que j'étais en mode I want to make money. Donc, il fallait quand même un tech un peu business, un peu plus général. Et j'ai eu un bac ES avec mention AB. Donc AB qui signifie assez bien. C'est genre, merci d'avoir tenté mes 12, genre. AB c'est grave. Ah, c'est bien. Ouais, Tu vois. vraiment. Et après le lycée, qu'est-ce que t'as fait? Après le lycée, ma mère, elle voulait absolument que je fasse des études parce que comme tous les parents, dans leur schéma classique, c'est Ouais. ce qu'il faut faire. Mais j'ai dit à ma mère, s'il te plaît, genre laisse-moi un an. J'ai besoin d'une année, d'un peu de temps. En fait, juste la période de l'été après le bac, j'étais tellement épanouie dans ma Ouais. tête de me dire, ah, je peux juste faire des vidéos, faire du contenu et je pense à rien d'autre, que j'étais en mode, mais je vois trop que ça pourrait me rendre heureux d'être Ouais, dans ouais. ça, tu vois. Il y avait déjà des premiers youtubeurs qui vivaient de ça. C'était absolument pas mon cas à ce moment-là, mais j'ai juste supplé ma mère et elle a eu, enfin, mes parents ont eu genre grave l'ouverture d'esprit, encore une fois, de me laisser cette année, entre guillemets, sabbatique pour que je Ouais. puisse explorer. Même si en même temps, pour les rassurer, j'avais commencé un sorte de cursus au CNED pour avoir un BTS, comme tu te rappelles. Toi, tu Fun passais. fact, on était inscrits tous les deux pour passer le BTS communication. Moi, j'étais à l'école. Et le jour du BTS, je dis à Johan, t'es où? Il me dit, moi, je viens pas en fait. Gros, c'est le BTS en fait. Genre, c'est le diplôme qu'on passe. Et il a décidé à ce moment-là, genre, non, c'est bon, j'en veux pas. J'arrête. Mais gros, t'es inscrit, tu vas avoir 0. Non, je viens pas. En fait, à ce moment-là, je commençais à percevoir mes premiers chèques, qui n'étaient pas très gourmands, hein, mais genre, tu sais, un 400 € par Ouais, là, un ouais, ouais. 600 € par là. Et du coup, je claquais mon argent dans des voyages. En sachant qu'à l'époque, l'URSSAF, on était vraiment en mode, oh. T'es sûr de dire ça ici? Bah, de toute façon, il y a prescription, hein. C'était il y a 10 ans. Donc, C'était il y a 10 ans faut pas et revenir nous genre, voir. just so you know, you guys, les marques nous payaient sur PayPal. Oui, Elle-même, elle n'avait aucune vergogne. Donc, c'était une. En fait, c'est comme si vous voulez le Far West. Pour moi, genre, le début de l'influence, c'était c'était n'importe quand. tous les coups sont permis. Mais vraiment, genre. Va chercher ta pierre précieuse là où tu vas la chercher et tu la gardes dans ta poche, en fait. Tu vois. Des gros paiements, genre à 1 200 € sur PayPal et personne disait rien des grosses entreprises. Genre, non, c'était choquant. C'était choquant. Mais le fait que, genre, enfin, je sais pas toi, mais moi, à ce moment-là, moi, j'étais grave en mode, ok, la vie va être trop easy. Tu vois. Oui, mais moi aussi, j'étais en mode, J'étais wow! en mode, ok, donc c'est ça la vie. Puis, ouais, en effet, l'URSSAF nous a rattrapés, nous a mis une claque. Mais, euh, mais donc voilà, donc j'ai fait cette année sabbatique, j'ai fait mon voyage, mon gag avec mes amis, etc. Pour que en 2019, je me rende compte que je gagne assez d'argent. Et encore, toi-même, tu as connu mon premier appartement à Paris, mais je Oh puisse prendre waouh, mon envol. la cage. La cave, La cave. la cave, C'est grave la cage aussi, hein. la cage aux folles même. Ah, pitié. C'était fou. C'était intense. Je sais pas si tu as prévu de revenir dessus, mais en deux lignes, en fait, les filles. Bah, j'étais en coloc avec Wesley, Ouais. qui était Donc tu quittes le 9-4 pour aller à Bastille. ouais, genre en mode, à ce moment-là, je m'embrouillais trop avec mes parents, tu sais, tu grandis, là, c'est bon, t'es en mode genre ça y est. Et j'ai tout fait trop et en fait, genre 2 semaines avant, j'ai dit à ma mère: «C'est bon, j'ai un appart». Parce qu'il faut savoir que Wesley était, comment on dit? Il était fonctionnaire à la mairie Il d'Aubervilliers. était fonctionnaire, donc il a réussi à avoir un appart archi easy Ouais. et au final, il s'avère que c'était vraiment un studio, de 20 mètres carrés à Bastille, donc où, tous les gens qui sortaient de rue de Lappe complètement bourrés Ouais. toquaient à notre fenêtre à toute heure et où il y avait des cafards et cetera et enfin moi, on divisait le loyer par 2 évidemment, mais à ce moment-là, genre, enfin je commençais le mois, je savais pas comment j'allais le payer donc non, c'était une erreur un peu, bizarre quand je me suis lancé. Mais au final, j'ai pris mon envol et puis, donc voilà, tout ça pour répondre à ta question, je n'ai pas fait d'études après mon bac. J'ai juste Oh croqué la my vie à god! pleines dents tel un troubadour. OK, trop bien. Donc on peut dire que c'était pas du tout, un plan, c'était improvisé. Genre tu suivi ton instinct et tu t'es dit: «OK, let's go. J'aime la vidéo, fuck le BTS, on y va», genre. J'ai suivi mon instinct parce qu'en fait, juste, j'ai toujours été matrixé, comme tu l'as dit, j'ai grandi avec ces séries Disney Channel, etc. J'ai toujours su que je voulais être une pop star, honnêtement. À ce moment-là, je n'avais aucune raison réelle et fondée de vouloir être une pop star. C'était un peu superficiel, je t'avoue. Ouais, Mais juste, je savais qu'en moi, il fallait juste que je me fasse confiance et que je fasse tout ce que j'ai fait après. ouais. Et c'est grâce à ce chemin que j'ai compris pourquoi j'avais fait ces choix. OK.
Je gaudis. Hem, de ouf. Ça fait 10 minutes. On va revenir sur les débuts de la création de contenu. Il y a 10 ans, tu commences avec des analyses, des formats qui sont très YouTube, de l'humour, et cetera. Tu as réagi aux Marseillais, aux VMAs, les Anges, les MTV Shows, et cetera. Comment ce style a influencé la suite de ta ligne éditoriale? Déjà, on peut souligner que c'est du fait que j'ai réagi aux Marseillais que tu t'es intéressé à ma chaîne YouTube parce que moi, je harcelais Mallory sur Twitter pour qu'elle me calcule, tout simplement. J'avais complètement oublié que j'avais fait cette vidéo déjà. Il a fait une vidéo sur les Marseillais, j'étais en mode: «Oh j'adore et tout, vas-y viens on en parle!» Parler de pop culture, c'est ce que j'aimais le plus et personne faisait ça en France. En vrai, aux États-Unis, j'avais pas vraiment d'exemple non plus. Je pense que ça existait, mais j'ai pas forcément vu un youtubeur américain faire ça pour le ramener en France. C'est juste que moi, j'étais énormément fan de MTV, de leurs chroniques People, de toutes ces émissions, ces talk shows américains, etc. Et je voulais avoir un peu cette vibe, donc je faisais ça dans ma chambre. Je pense qu'en fait, j'ai commencé, enfin, ce qui a le plus marché à cette époque-là, c'était quand je faisais l'histoire de Ariana Grande, l'histoire de la famille Kardashian, dont Seb a racheté les droits. Tu vois, Seb qui fait l'histoire de, qui fait des pop stars, je suis un peu en mode, oh mon dieu, ça me trigger le Spark Dice en moi, tu vois. Mais du coup, ouais, en faisant ça, retracer le parcours de ces stars, je pense que ça nourrissait aussi mon envie de moi vouloir raconter la mienne. Et après, c'est plus en grandissant que je voyais tous les copains de la bande avec qui on avait commencé, qui eux, avec leur communauté, avaient un vrai échange sur les personnalités qu'ils étaient. Parce que moi, j'avais une communauté qui était hyper cool dans le sens où c'était que des fans de pop culture, de musique, de ciné, etc. Donc ça me ressemblait grave et j'en étais hyper fier. Mais j'avais aussi envie que les gens apprennent à me connaître parce que plus je grandissais et plus je me rendais compte que j'avais quelque chose à dire. En fait, c'est à partir plus de, je pense, le moment où j'ai fait mon coming out, que j'ai eu mon bac et que je suis parti dans cette indépendance, etc., que j'ai commencé à faire des vidéos qui étaient plus mainstream au niveau du lifestyle. Et puis après, je me suis rendu compte que les gens aimaient ma personnalité, parce que quand j'apparaissais aussi dans les vlogs de chacun, de Sully, de trucs, puis après de Lena, ça plaisait. Donc je pense que ça m'a aussi donné confiance en moi. Et à quel moment tu réalises que ça prend? Genre, Spark Dice naît, genre? Honnêtement, vraiment honnêtement, Je sais pas. je suis aux États-Unis avec ma famille, dans ce petit voyage de road trip Ouais. un peu miteux, mais qui était génial. Et Gloria, elle a posté la collab où on était tous ensemble. J'ai pris 10 000 abonnés dans la nuit, en fait. Moi, déjà, ça, j'étais assez gagged, hein. Genre, non, en vrai, il y a eu Oh ça. waouh! Il y avait plusieurs marqueurs parce que moi, je suis trop gag, même pour des petits trucs, tu vois, à toutes les échelles. Donc, en vrai, ça, c'est quand même quelque chose qui m'a marqué parce que prendre 10 000 abonnés en une nuit, en vrai, Oui, c'est c'est fou, énorme. Même ouais. encore aujourd'hui, c'est énorme. Et après, je pense qu'il y a eu la vidéo City, honnêtement. Putain, c'était en 2015 ça, hein. En 2015, donc c'était déjà il y a 10 ans passé. Ouais. La vidéo City, je sais pas si tu vas raconter ce que c'était. La Vidéo City, en gros, c'était genre la foire de Paris, mais des influenceurs, C'était un des salon. vidéastes. Ouais, c'est un salon de vidéastes. Tu pouvais rencontrer Enjoy Phoenix, Cyprien, Squeezie, et cetera. Et en fait, c'était des petits stands où les gens faisaient la queue et avaient payé littéralement pour faire une photo pendant 3 secondes avec Enjoy Phoenix, avoir un autographe. Et il y avait des petites animations en mode Paris Games Week où tu pouvais jouer à Just Dance, des trucs comme ça, les Il y trucs avait de des l'époque. talks et tout. Tu Ouais, pouvais acheter la merch. ouais. C'est C'était trop bien. là-bas qu'il y a la séquence assez culte de Litane Kotaz qui offre des pâtes à Adèle Castillon. Ouais, Et quand putain, tu regardes waouh. où ces deux-là en sont aujourd'hui, c'est hilarant, genre c'est hyper phasant. Et c'est aussi dans ce salon-là, Sullivan a fait sa première vraie apparition publique qui a été un vrai Mais c'est raz-de-marée. ouais, c'est la première fois qu'il venait à Paris, hein, je crois. Parce Ouais, qu'on avait fait le YouTube Space la même semaine. Et ouais. après, il y avait la Vidéo City. Et genre, on sort avec Sullivan. Et d'un coup, des filles. Mais j'ai jamais vu ça. Vraiment, j'avais jamais vu ça pour un YouTuber, entre guillemets. On a dû aller. On a été tous mis dans le salon VIP. Alors que je crois, à la base, on n'avait pas accès, hein. Ouais, il nous a fait tous rentrer, Ouais. le Sullivan Privilège. Et c'est à ce moment-là que tous les vieux youtubeurs un peu machos ont pris un peu le seum envers Sully, etc. Enfin bref, donc du coup, ce salon et évidemment aussi la soirée YouTube Space où pareil, j'ai 15 ans, je me retrouve dans ça, on est ensemble, je bois de l'alcool alors que j'ai pas le droit. Tu sais, mes parents qui viennent me chercher devant en voiture après à la fin et tout. Mais en même temps, je rencontre à cette époque Shera, Andy Raconte qui sont en mode on adore ce que tu fais et tout. Ouais. Cette ère-là, elle était un peu marqueur de ok, genre Ouais. on est dans un truc hyper cool, tu vois. Fun fact pour la vidéo, non, pour la YouTube Space. En gros, c'était une soirée où il y avait tous les youtubeurs, etc. Moi, je sais même pas d'où j'avais reçu l'invitation. Mais en fait, désolé YouTube, après, c'était il y a 10 ans, c'est pas grave. En gros, ils t'envoyaient un lien pour que tu puisses t'inscrire. J'avais forward le lien à Johan et je lui ai dit, vas-y, inscris-toi et on verra si ça marche. Ça a marché.
Et le même soir, ce qu'elle a fait, cette Maline, parce que Mallory, c'était vraiment notre baronne à cette époque-là. Et tu as quand même dit à Paola que Sullivan allait être là, Oui, puisque Paola était pas encore sur les réseaux et ouais, Paola était assez fan de notre bande, mais plus particulièrement de Sullivan. elle était à fond. Et Paola le dit encore aujourd'hui, c'est grâce à toi Ouais, qu'elle a eu sa première rencontre avec je l'ai vue Sullivan. il y a 2 jours, elle était en mode: «Meuf, j'habite avec Sully, en fait, tout ça, c'est à cause de toi». J'étais là en mode: «Girl, non, genre, tu es venue et il était là, genre, c'est tout», tu J'avais vois? oublié qu'ils habitaient ensemble carrément, mais Genre, c'est fou. elle était venue avec Cyrine, toute petite. Elles avaient quoi, genre 11 ans. Paola, elle était en train de pleurer à faire sa vidéo et son truc avec Sullivan. Et genre après, elle est partie. Genre, elle avait fait Vincennes, Saint-Lazare pour venir voir Sullivan et après repartir. C'était vraiment un petit chipmux. Genre, elle était toute petite et La tout. folie. Cette époque-là était folle. Vraiment, Ouais. c'est... Puis c'est la première abonnée avec qui j'ai pris une photo. Ah ouais? Genre, je le sais, c'est la première abonnée qui m'a demandé, qui n'est plus du tout une abonnée aujourd'hui, mais qui est genre littéralement une de mes meilleures potes, mais c'est la première personne qui m'a demandé une photo. Au bout d'un an de création de contenu, il se passe quand même des événements où on se rencontre vraiment tous dans la vraie vie et juste de créer du lien. En fait, d'avoir mes premiers copains, en fait, tout Ouais. simplement, parce que genre juste, j'étais pas solitaire au lycée non plus, mais c'est vrai que c'était des amitiés qui étaient très 8-17. Ouais, bah oui. Je les aimais de tout mon cœur, mais enfin, on partageait pas non plus des centres d'intérêt très communs, etc. Là, c'était la première fois de toute ma vie entière que je rencontrais des gens avec qui bah, j'avais des vrais échanges, avec qui je me sentais trop bien, où ça me, ça me dérangeait pas de faire genre 1h30 de RER aller-retour tout le temps parce que Ouais. quand je rentrais chez moi, j'étais trop content, tu vois. Et donc, je pense que ça aussi, tu vois, il n'y avait pas que l'aspect matériel et chiffres de ah, ça prend et les Ouais. abonnés, etc. Il y avait aussi ce truc de bah, en fait, j'ai des amis, tu Ouais, vois. bah oui, ouais. Je vois totalement. Parce que moi, en vrai, en dehors de vous, je sais pas si à l'époque j'avais peut-être genre un groupe d'amis, tu vois, mais je les voyais moins que vous. Bah, t'étais déjà pote quand même avec Gloria et tout, Ouais, quand on s'est rencontrés. je les avais rencontrés en 2014, je crois, janvier 2014, genre. Nouvel an, hop, allez, ça y est. Ouais. Il y a eu aussi ce nouvel an de l'enfer. Waouh. Non, mais on peut pas revenir sur 10 ans de trucs, donc on va se reconcentrer. Les Nouvel An sur les champs, là. En fait, je pense que ça, il faudra qu'on fasse un épisode spécial, je Oui, pense, parce que, enfin. où on s'est retrouvés dans un appart de mafieux pour faire un nouvel an, alors qu'on était tous pratiquement mineurs. En fait, il faut qu'on fasse les secrets de 10 ans. Ça fait 10 ans qu'on vous garde ça, genre. Ouais, il y a plein de trucs, c'est choquant. Ouais, Et après, franchement. genre, on retournait en cours, genre normal. On était en mode, ok, les filles. On a fait ce week-end-là complètement fou. Non, il y a vraiment des gens qui sont rentrés dans le Airbnb pendant que. Non, mais c'était une dinguerie. Non, en vrai, c'est une dinguerie parce que, en fait, tu te rends compte qu'aujourd'hui, ça peut être hyper dangereux et que, genre, enfin, on était des enfants et que ça aurait pu tellement mal tourner. Genre, aujourd'hui, je le ferais pas. Les Genre, personnes de tellement pas. dépasser 18-19 ans, en vrai. On entrait à peine dans la majorité. Mais anyway, ça, c'est pour une autre fois. On va revenir sur l'évolution de ta ligne éditoriale. Tu commences avec des analyses qui sont plus pop culture. Ensuite, les capsules d'été, les summer fits, qui étaient des vidéos un petit peu plus lifestyle avec d'autres créateurs. Tu partageais tes voyages avec ton format iShot. Ensuite, tu as un peu fait de tout. Il y a un format qui est aussi un format signature, les storytime des personnages historiques. Ce qui nous mène maintenant et aujourd'hui à ton format, les Turner. Tu as fait 2 saisons. Ça t'est venu d'où cette idée? En fait, les Turner, comme tu le sais, c'était mon duo avec Wesley. Ouais. Wesley Creed, que j'embrasse, qui aujourd'hui a une agence de talent et tout. Il fait sa vie et tout, ma vie. Et on est toujours aussi proches, évidemment. Mais du coup, on avait un duo. Il faut savoir qu'à cette époque-là, il y a eu un scandale qui s'est passé un peu dans l'influence. On a inventé une rumeur sur moi. Et toute l'influence, sauf toi et Wesley, m'ont tourné un peu le dos. On tournait le dos aussi beaucoup à Wesley. Et du coup, Wesley et moi, il y a eu une période de genre 1 an, 1 an et demi, où on était un peu reclus de tout le monde. Genre, on était que entre nous, personne nous appelait, personne nous conviait aux soirées, à quoi que ce soit. On a même subi du harcèlement, vraiment. Genre, s'il y a des trucs que je balancerais, genre, les gens, ils seraient un peu choqués. Par des gens avec qui je suis grave OK aujourd'hui dans l'influence, que j'apprécie, etc. et que j'ai pardonné parce que, bah, en vrai, on était jeunes et tout, donc ça va. Mais bref, on était que tous les deux et on était un peu en mode genre, on est un peu les rats de Paris. Wesley, il avait grave des potes. Wesley, c'était un cyber et en fait, il avait grave des potes partout en France. Et donc, il avait toujours un plan pour me dire genre, bah viens, on prend un billet de train et on va genre à telle ville et j'ai ce pote qui nous loge. Et après, j'ai ça. Et après, j'ai ça, j'ai ça. Et après, j'étais en mode, bah en fait, on fait une sorte de tournée française. On vlog tout ça. Et à l'époque, ça s'appelait les Turner, Mes aventures françaises. Et il y a encore des gens aujourd'hui, même sur TikTok, qui sont en mode genre, c'était hilarant, genre, j'aimerais trop revoir ces épisodes et tout. Je les ai enlevés parce que honnêtement,
Je pense que je pourrais les remettre un jour, j'assumerai et tout, mais pour l'instant, je suis un peu ça me trigger. L'époque d'aujourd'hui n'est pas le wokisme d'aujourd'hui n'est pas le wokisme d'il y a 10 ans. Ouais, parce qu'en plus de ça, on faisait pas des blagues genre, qui aujourd'hui choqueraient les gens honnêtement. Genre on n'a jamais été problématique, Ouais. mais juste on avait un humour un peu je pense que dans un an, ça je pourrais les remettre et les gens, ils pourraient capter. Non, parce qu'en vrai, on n'avait pas genre, tu sais, Oui, oui. en fait, on était beaucoup, tu sais, il y avait même les élections qui approchaient, on faisait des blagues par rapport à Le Pen et Ouais, tout, ouais. mais je pense qu'il faut genre les comprendre, je sais pas. Oui. Enfin bref, tout ça pour dire qu'on a fait ce format qui était les Turners et en vrai, ça faisait rigoler la galerie, tout ça et puis après, on est parti sur une saison beaucoup plus ambitieuse Ouais. que je qualifiais de vraie saison 1, tu vois? Où on est parti, en Asie, au Laos et donc ça, c'était en 2019, donc 2 ans après la première saison, où là, bah, j'étais déjà amie avec Léna, ma fouf, qui nous a suivis, en pleine rentrée de septembre. En plus, Léna, elle commençait un peu, je sais pas si elle allait sortir son livre, mais elle commençait à 2019. elle est sortie en 2020. Ouais, il est sorti en 2020, ouais. C'était encore cette époque-là. Ouais, c'était encore l'époque, beach party, robe à paillettes, collection Ouais, Jennifer. c'est cette époque-là où justement j'ai signé ma reconnaissance de dette envers Léna puisque je lui dois 10 000 € pour ce Est-ce que projet. tu lui as déjà rendu? Non, les filles. OK. La vie est parfois complexe, On est mais dans la France de Macron, OK, dans la France de Macron, ça arrive à tous. Et puis, d'ailleurs, pour cette affaire, en vrai, juste, c'est juste que, genre, financièrement, je suis une cata. Je ne sais pas mettre d'argent de côté, honnêtement. oui, comme d'habitude, comme depuis 10 ans, hein. Comme toujours, je suis un peu cet artiste un peu frivole. Bref, on n'est pas là pour déblatrer en fait, il faudrait faire plein de cases. Et donc, on a fait cette deuxième saison au Laos avec elle et Dimitri Scad et Laura Genovino, ma vie, que j'embrasse, et Wesley. Et là, ça a grave pété. Honnêtement, genre, c'était un des plus gros succès de ma chaîne Ouais, YouTube. Genre, je faisais des stats qui étaient hyper cool. Genre, je faisais 100 000 vues dans la soirée. Ce que j'ai jamais, je pense, ouais, ouais, refait vraiment. Genre, c'était hyper. Sur Twitter, les gens, ils tweetaient de fou. Genre, on était en TT, parce qu'à l'époque, c'était plus facile d'être en tendance. Il n'y avait bien pas sûr, ouais. l'extrême droite qui avait fait un coup d'état sur ce réseau. Et non, franchement, c'était une bonne. Genre, c'est là que je pense que les Turners au Laos, ça m'a fait un petit déclic de genre, ah, je veux grave faire ça. Je veux grave bosser dans le divertissement, Ouais. que ce soit aller chercher des gens dans la télé, etc. Et ouais, non, c'était trop cool. Je sais pas s'il y a des gens qui nous écoutent qui ont pu regarder cette saison. J'imagine que oui. Bah oui, j'imagine que oui. Je pense que là, les gens ils vont se dire: «Wesh, Spark Davis, on regarde, on écoute». Et il faut souligner que Mallory faisait la petite voix précédemment. Ah ouais? Tu te rappelles pas? Non? C'est Mallory qui avait enregistré sa voix pour dire précédemment dans les Turners. À Ah chaque fois ouais? que je vois un épisode, genre je ris, je suis en mode, ah mon Dieu, Mais quoi? genre Pour le t'imagines Laos ou pour les le premiers? Laos. Ah ouais? Non mais Ouais. faut que je remette ça. Attendez, je vous le mets tout de suite là. Précédemment, dans les Turners. Non mais ça c'était ma voix, je peux pas te croire. Je me souviens même pas. Et ensuite, il y a eu le confinement. Donc tu as fait des petites vidéos un petit peu plus lifestyle, etc. Vous étiez tous enfermés ensemble à la fabuleuse, etc. Et t'es revenu avec le format irréel. Irréel? Irréel, genre. IRL. T'es grave revenu avec le format irréel. Mais il y a beaucoup de gens qui me disent irréel en Mais vrai. oui, c'est Et en irréel, vrai, je genre. trouve que l'amalgame, il est drôle. Parce que genre, Parce que vous êtes un peu... Tcha. c'est irréel en vrai ce qui se passe à l'intérieur, genre tu vois ce que je veux dire? Et même l'univers, comment je le présente et tout, c'est grave irréel. Mais en même temps, C'est... c'est ma vraie vie, donc Oui, c'est bah oui. IRL, in real life. Et ouais, non, du coup, bah, à cette époque-là, ouais, on a emménagé du coup en coloc à la Fabuleuse. Donc Bilal avait trouvé cet appartement, qui était son premier appartement dans le 18e. Lui, il avait fait l'Eurovision, il avait sa tournée, l'Olympia, etc. Donc il était grave à donf. Et il était en mode, bah écoutez, j'ai visité un appart avant celui dans lequel je suis, dans le même immeuble. Parce que nous, on était en galère, on était en mode, on peut plus rester dans notre cave à vin, là, avec nos cafards et tout. Même pas cave à vin, cave à bière plutôt. Et il faut qu'on trouve un autre appart, etc. Et au final, on visite l'appart. Et la gardienne que j'embrasse, ma vie Rita, c'était grave un amour. C'était genre ma raison d'être. Et grâce à elle, elle a un peu poussé notre dossier auprès de la propriétaire qui, elle, connaissait Bilal. Donc, elle était un peu en mode, ok, genre, je vois un peu le truc et tout. On se retrouve tous en coloc à la manière de Friends. Arrive le Covid. Et puis, du coup, je décide de vlogger un peu cette période qui est genre complètement loufoque pour l'époque. Enfin, Et inédite aussi, ouais. inédit. Un moment où tout le monde est chez soi, cloîtré, soit en famille, soit seul. Et que nous, on a le privilège d'être quand même entre potes sur 2 apparts différents. Enfin, c'est quand même assez spécial. Et donc, moi, j'en profite pour faire du contenu. Ça a grave marché. Genre, autant que les Turners, les gens, ils étaient grave au rendez-vous, ils étaient grave sur Internet. Mais ces chiens et ces sales races de fabuleux
à savoir Bilal, Sullivan, Gila. Je crois qu'elle, elle était grave OK, mais en gros, ce qui s'est passé, c'est qu'en plein moment où bah, j'étais en train de vlogger et ça a marché de fou, ils m'ont tous dit arrête de vlogger. Ils m'ont fait comprendre en fait que ça les faisait chier. Ce que je peux entendre en même temps parce qu'on était vraiment des schlags, etc. Mais aujourd'hui, ils me l'ont dit. C'est vrai que s'ils m'avaient laissé continuer de vlogger, je pense que ça aurait pu avoir une plus grande envergure, tu vois. Et j'aurais grave kiffé continuer un peu ce truc-là. Mais ça a fait son truc. Et après, ouais, c'est vrai que cette era sur YouTube, j'étais grave à donf. Parce que TikTok n'avait pas vraiment pris encore le dessus. Et c'était une bonne era. Du coup, ça a changé dans ta manière de filmer et de raconter ou pas? IRL, en gros, ce qui s'est passé, c'est que du coup, après cette era où justement, bah, j'avais un peu arrêté YouTube, Ouais. TikTok est arrivé, et cetera. Je savais plus trop quoi faire sur YouTube. Je me cherchais beaucoup. J'étais en mode, bah, est-ce que du coup, je dois être ce TikToker? Parce qu'en plus, avant Ouais. TikTok, il fallait absolument fit dans une case. C'était pas comme aujourd'hui où tu peux être qui tu veux et tu trouves ton public, ce qui est génial, Ouais, j'adore. de ouf. Mais à l'époque, c'était vraiment, bah, tu fais ta danse, tu fais tes Danse, c'était toi, genre. transitions, c'est ça. Donc du coup, bah, j'étais grave focus sur TikTok et ça a marché, en vrai, c'était cool. Mais je voulais absolument reprendre YouTube. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu 2 choses. C'était une année qui était très compliquée parce que c'était la première fois que je vivais un décès dans ma famille, donc Ouais. j'étais pas bien, et cetera. Donc j'ai perdu un peu confiance en moi. Ensuite, je me suis mis dans une relation amoureuse qui était ma première relation amoureuse, qui m'a grave détruit, honnêtement, parce que, j'étais dans la dépendance affective, j'avais un mode de vie qui était pas du tout sain. Je suivais, ce mec qui, lui, n'avait pas un mode de vie très sain. Pourtant, il était plus grand que moi, mais je me suis fait embrigader un peu dans ces trucs-là, dans ces soirées, et cetera. Honnêtement, j'en avais besoin, mais je me suis beaucoup perdu. Et il y a eu 2 rencontres que j'ai fait. Il y a un abonné, que j'ai rencontré en soirée qui s'appelle Antoine et c'est un peu grâce à lui que je fais première compagnie, j'en reparlerai après, donc c'est fou. C'est un peu mon ange gardien, qui m'avait dit: «Mais toi, tu as trop, cet esprit Disney Channel, j'ai vraiment envie que tu reprennes YouTube, il faut que tu te fasses confiance dans ta vision». Donc ça avait genre planté une graine dans mon cerveau et pareil, une autre, fille, qui m'a grave marqué, qui m'avait dit: «Faut que tu reprennes YouTube, fais-toi confiance», et cetera. Et à ce moment-là, en fait, Alix Gavoy, que j'embrasse, qui est un très bon copain de La Fabuleuse, m'a fait découvrir, une façon de filmer parce qu'Alix fait du cinéma, enfin, est comédien, m'a fait découvrir un format, en gros, le format 4:3, que tu peux filmer, en fait, avec l'iPhone, et cetera. M'a donné envie, en fait, de prendre ce format et d'en faire quelque chose parce qu'en fait, moi, en fait, quand Alix filmait beaucoup avec ce format-là et quand je voyais ces vidéos, ça me rappelait les sitcoms avec lesquels on avait grandi. Donc, à savoir Phénomène Raven, Hannah Montana, tous ces trucs des années 2000, même Friends à l'époque et tout. Du coup, toutes ces vidéos, elles paraissaient tellement spontanées, authentiques, que c'était en fait les seules vidéos d'Alix qu'on passait des heures à regarder quand on était à la maison. Des fois, genre, on se posait, on regardait nos souvenirs qui étaient filmés un peu comme ça par Alix et tout. Et donc, moi, je commence à filmer, à vlogger avec ça. Je savais pas encore quoi en faire. Et en fait, ça faisait un petit moment que j'avais délaissé YouTube. Je me pose sur mon ordi et en fait, j'assemble toutes mes vidéos. Et là, je suis en mode juste, ne pense à aucun code YouTube. Ne pense pas à genre le vlog de un tel ou qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça marche ou la miniature ou ci ou ça ou ça. Fais-toi juste plaisir en fait. Et je me fais plaisir en fait. Genre tout simplement, genre vraiment, genre mes premiers montages de IRL, enfin juste tout IRL en fait, bah j'ai jamais autant kiffé faire du montage que de toute ma petite carrière de 10 ans, tu vois. Parce que bah, je m'amuse, j'ai l'impression vraiment de créer des situations qui ressemblent à ces sitcoms-là et j'ai vraiment l'impression de pouvoir interpréter mon quotidien à travers la vision que j'ai. Comme je le vois, ma vision un peu d'enfant innocent, mais en même temps ce truc des fois un peu MTV en montrant les soirées, et cetera. Et puis ça a grave plu à ma communauté tout simplement. Ce que j'ai grave kiffé avec IRL, c'est que aussi par rapport à ma communauté, il y a eu un switch où du coup tous les gens mainstream que j'avais rassemblés de base n'étaient pas forcément au rendez-vous. En revanche, l'engagement que je créais, la conversation que je créais avec les gens qui me suivaient était tellement plus folle, n'avait rien à voir avec Oui, tout ce que c'est le j'avais plus connu. important en plus, ouais. C'est ça, alors que genre sur des vidéos, peut-être les Turner qui faisaient genre des 500, 600 000 vues, j'avais pas le même échange que là, les gens bah, qui avaient grandi aussi avec moi, tu vois, qui commençaient à rentrer en fac, qui m'écrivaient, enfin qui m'écrivent toujours des commentaires un peu comme ça, où il y avait vraiment un truc de genre en mode ça me fait du bien, ou juste je chill, qui réagissaient, enfin bref, juste l'échange était tellement différent que juste, bah ça m'a tellement donné confiance en moi sur bah, les 3 dernières années de ma vie jusqu'à aujourd'hui, tu vois. Ok, trop bien. Entre les Turner, IRL, tu sors le documentaire de La Fabuleuse, tu sors des projets musicaux dont on parlera plus tard dans l'interview, toujours plus d'IRL, bon, vas-y, on va le dire comme ça, et Silence Radio pour venir avec le projet Première
compagnie. Maléfique. Alors, je vais vous faire le pitch de première compagnie. Isolés en pleine nature, confrontés à une discipline de fer, un vrai sergent intransigeant et des épreuves aussi physiques que mentales, ils devront apprendre à vivre ensemble, se dépasser et surtout obéir. Ah mon Dieu. Raconte-nous. Ça vient d'où? Pourquoi? Pourquoi le casting? Première compagnie. Ouais, Alors en gros, si vous avez bien écouté, il y avait cet abonné Antoine qui était mon ange gardien. oui. Qui, Mais j'ai l'impression que moi aussi j'avais un Antoine dans mais je pense mes, que c'est lui, hein. dans mes, dans mes DM Twitter, on parlait tout le temps à Bah, l'époque et tout. LDS, XOXO, XOXO, Je un truc sais comme ça. pas, il a des étoiles dans son tweet name. Oui, Ouais, c'est c'est un petit Antoine. roux trop mignon. Ah, je sais pas. Ah, Je sais pas s'il est roux. je sais pas s'il est roux non plus. Je sais pas. Bref, il est trop mignon, c'est trop ma vie. On t'embrasse Antoine, t'es trop ma vie. Cet Antoine-là, again, m'envoie en DM Instagram le post d'un concours que Banijay lance. Donc Banijay, c'est la plus grosse boîte de production d'Europe. Ils ont notamment ALP qui fait koh ils ont Endemol qui fait Secret Story et Mostly Star Academy dont je suis extrêmement fan. La PDG de Banijay est quand même Alexia Laroche-Joubert qui Ouais. était la directrice originale de la Starac. C'est elle qui a amené la télé-réalité en France avec Love Story, etc. Donc moi, c'est un peu un modèle depuis que je suis enfant. Je l'ai toujours suivi Ouais. dans son parcours professionnel, etc. Et en fait, ce concours, il est en partenariat avec YouTube qui célèbre ses 20 ans pour permettre à 5 créateurs de réaliser un pilote d'un ancien format à eux qu'ils n'utilisent plus, donc une vieille émission télé. Ok. On t'autorise à réutiliser les droits d'un format qu'ils ont utilisé à Ok, ouais. l'époque, qui n'est pas diffusé aujourd'hui. Si tu es sélectionné au concours, ils te financent toute cette vidéo-là. Et après, ils voient s'ils font une saison, etc. Bon, ça, je suis un Ok. peu en mode, c'est hyper ambitieux, mais voilà. On verra, ma belle. On verra bien. Et donc, dans le concours, il y a 5 émissions qui étaient proposées. Donc, dans les plus connues, il y avait Got to Dance, qui est un peu un sorte de Danse avec les stars, je crois. Ok. Il y avait Dilemme, qui est assez connu. Moi, j'ai jamais regardé, mais je sais que c'est connu. Et il y avait Première Compagnie. Et Première Compagnie, c'est le format littéralement qui s'apparentait le plus à ce que j'aime faire et à ce que j'ai un peu pu faire avec les Turner. En gros, Première Compagnie, c'était une émission qui avait été diffusée il y a 20 ans, en 2005, sur TF1, où ils avaient ramené tout type de célébrités, de personnalités télé dans un sorte de bootcamp un peu militaire. Et c'était une compétition où en fait chaque personnalité concourait pour une association caritative. Du coup, ça créait des séquences qui étaient hilarantes. Et moi, je me suis dit, bah, c'est ça que je veux faire en fait. Littéralement, c'est grave ma cam, etc. Et en plus de ça, si je ramène un casting qui est ultra girls and gays, comme on aime, etc., je sais que ça peut être juste trop dans ma vision, dans ma Mais vibe. déjà, juste Edouard. Et Edouard, c'est celui dont j'avais le plus hâte pendant le tournage. Et tu verras vraiment dans l'épisode, genre, il me fait trop rire. Genre, c'est vraiment la star. Et donc, du coup, je participe à ce concours, j'envoie ma candidature. Et puis, je reçois un mail en mode, genre, tu as retenu notre intention. Ok. Viens nous voir au bureau, t'es dispo quand? Je suis en mode, mais Mago, en fait, les filles, je viens demain, en fait. Genre, t'inquiète. Donc, je viens demain. Genre, Littéralement, genre. j'étais en mode, les filles, là, il me faut trop un truc. Genre, j'ai trop faim. Ouais. Genre, littéralement, let's go. Parce que je fais un peu une pause dans IRL et tout, ça m'a trop saoulé. Enfin, pas ça m'a saoulé, mais il Oui. faut un break. J'arrive dans leur bureau, ils sont en mode, ok ma chérie, en fait, si tu veux nous prouver que t'es capable, grosso modo, t'as une semaine pour nous faire un dossier et un devis. Ah, ok, d'accord. Bon. Et moi, je suis en mode, bah, en fait, mener à bien une prod à hauteur d'un budget aussi gros, j'ai jamais fait. Donc, je sors en panique, je suis en mode, devant eux, je suis un peu en mode, mais oui, les filles, enfin, c'est mon job. Évidemment, genre, je Évidemment. sais ce que je fais, genre. Je sors dans des malls, j'appelle mon agent en panique, je suis en mode, bah, en fait, on fait comment et tout. Et je commence à réfléchir, je suis en mode, est-ce qu'il faut que j'appelle une boîte de prod, etc. Sachant que les boîtes de prod, à Paris, ils font un très beau travail, etc. Mais leur but, c'est de marger. Ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont te demander un peu ton budget, etc. Eux, ils vont grossir leur budget. Et c'est normal, ils ont des salariés à payer. Évidemment, ça représente quand même beaucoup d'argent. Mais ça fait qu'à la fin, bah, moi, j'y retrouve pas mon compte. Je n'ai pas la main sur tout. Et ma vision, elle n'est pas sûre d'être respectée, etc., etc. Puis même en termes de délai et tout, tu n'as pas le contrôle. Donc, tu dépends de gens, etc. Et là, les délais étaient très courts parce qu'il fallait... À l'époque, on avait un délai qui était plus serré. Ils étaient en mode, il nous faut le teaser en octobre, que ça sorte en novembre, blablabla. Et finalement, je me pose au café avec Inès Aslaf, qui est mon associée. En fait, on travaille ensemble depuis hyper longtemps. On écrit beaucoup de séries. On a travaillé avec des plateformes, avec une autre boîte de prod, etc. pour des projets qui n'ont jamais été concrétisés. Mais on a eu une vraie formation pro sur le terrain avec tous ces petits projets qu'on avait entrepris. Et je lui dis, bah voilà, en gros, Mago, je sais pas comment faire et tout. Voilà, mon agent, entre-temps, au téléphone, me dit, tu es capable de le faire, juste fais. Mon agent est très chill, il est en mode fais les choses. Et on se pose, on évalue tout.
on fait le devis. Je fais le dossier pendant que je suis en vacances à l'île de Ré, etc. J'envoie le dossier et à la fin, pendant le mois d'août, ils m'appellent, ils sont en mode on t'a choisi toi. OK, trop bien. Donc là, je suis en mode en fait, genre, je réalise je pense que je vais me prendre une claque quand tout sera sorti, tu vois? Oui, voilà. Mais honnêtement, genre, ça peut paraître bête, mais déjà, il y a eu plus de 100 participations sur toutes les émissions réunies. Sur Première Compagnie, il y en a eu 14. Il y a eu des profils qui avaient plus d'1 million d'abonnés, et cetera. Ils me l'ont dit après. Ils m'ont pas dit qui, mais ils m'ont dit qu'il y a eu des gros profils. OK. C'était le truc qui était le plus demandé parce qu'en vrai, j'avoue que c'était le concept le plus cool. Bah oui, c'est un peu genre à la garde à vous. Bon, C'est c'est ça, M6, mais exactement. vas-y. Ouais, c'est exactement ça. Et d'ailleurs, on les embrasse parce qu'on a tourné au même endroit. Oh, trop On a fait un petit stylé! pèlerinage. Ah oui, et donc, bah, du coup, pour la première fois de ma vie, honnêtement, c'est la première fois que je n'ai pas à toquer à la porte de quelqu'un en mode s'il vous plaît, lisez ma presse. Ouais. Parce que là, j'ai pas développé, mais j'ai fait ça toute ma vie. En gros, avant Première Compagnie, j'ai supplié maintes et maintes boîtes de Ouais, tu production, été toqué trucs, à toutes les portes et tout, genre. diffuseurs en mode please listen to me, etc. Et là, c'est la première fois qu'on m'a dit bah, c'est toi qu'on choisit. Et donc, du coup, bah, en septembre, on s'y est mis. Et en fait, tout s'est bien organisé. Inès a été chargée de production sur le projet et a fait un job, mais en or. Ouais. Et puis après, on a écrit, réalisé ensemble, etc., etc. Et cetera. Et du coup, pour l'occasion, on a ouvert notre boîte de production qui s'appelle Ouais, Hyperculture, Hyperculture. ouais. Hyperculture Studios, les filles. Donc ça, c'est un peu le next step pour l'année prochaine. Et donc, du coup, on a tourné début novembre au fort de Charlemont, donc là où avait été tourné Garde à vous, parce que j'avais demandé à ChatGPT, en fait, j'étais en mode, c'est où qu'ils ont tourné, en fait, dis-moi, simplement. Et on les a contactés et ils ont été hyper accueillants, ils nous ont fait une confiance de fou. Et l'épisode est génial, en fait, genre c'est hilarant. Donc c'est sur un seul épisode? C'est un seul épisode parce que c'est un pilote. En fait, le OK. truc, c'est que soit après le pilote, ils décident de faire une saison, soit même un format similaire où on est en mode on fait le 2 et c'est la revanche ou je sais Ouais. pas quoi, ça peut être cool, tu vois. L'épisode dure 1h20, donc c'est un peu comme si je faisais genre mon premier long métrage, tu vois. OK, ouais. Et l'idée, c'était, tu vois, par exemple, le documentaire MTV de la Fabuleuse, Ouais. je l'avais sorti en décembre et depuis ça, j'étais un peu en mode, genre mon rêve sur YouTube, ce serait de pouvoir chaque décembre proposer un gros Ouais, OK, ouais. contenu qui soit un peu mon cadeau, etc. Et là, au final, c'est un peu mon cadeau de Noël. Tu sais, c'est hyper feel good. Il y a cet aspect, genre, bah, encore une fois, Disney Channel Original Movie. Ouais. Et moi, c'est ce genre de truc que j'ai besoin de voir quand bah, c'est la période de Noël, t'es fatigué de ton année, t'as envie de regarder un truc où tu t'évades, etc. Et vraiment, c'est ce qui ressort de l'épisode, c'est hyper divertissant, Ouais. c'est drôle. Et voilà. Et donc, du coup, ça a été chapeauté un peu par Endemol, du coup, parce que OK, forcément, c'est ouais. leur format. Mais ils nous ont laissé une liberté hors pair, genre en mode, ils étaient vraiment à l'écoute de nos envies, de nos idées. S'ils nous disaient un truc et qu'on était en mode genre non les gars ça c'est nul, c'est trop télé, c'est un peu ringard, etc. Ils étaient en mode ah ok grave genre. OK. Et en même temps ils ont eu des conseils qui étaient très Ils étaient grave à l'écoute, mais ils savaient aussi cadrer ouais tout en restant sur le côté, quoi. ouais hyper pro et tout qui nous ont enrichis aussi tu vois. Ouais. Donc moi j'ai aussi appris ce que c'était de respecter un IP. Un IP c'est genre un truc avec une propriété intellectuelle, je crois. Typiquement, Première Compagnie, c'est un IP parce que ça a déjà existé. C'est OK. pas mon idée originale, donc ça ne m'appartient pas. Donc Tu peux il pas faire faut n'importe quoi non plus, quoi. exactement. T'attends quoi de ton audience avec ce nouveau projet? Franchement, alors pour mon plaisir personnel et genre pour mon ego un peu, genre et pour mon travail, c'est qu'ils se rendent compte et ils comprennent que c'est vraiment genre ce projet, c'est vraiment l'acheminement de tout ce que j'ai pu explorer à travers les Turner, à travers IRL et à travers le documentaire MTV. C'est-à-dire que genre ces 3 projets en vrai qui ont été un peu, les plus marquants de ma chaîne YouTube en vrai, additionnés, deviennent Première Compagnie un peu si tu veux, tu vois? Donc je pense que ça va plaire aux gens qui me suivent depuis un moment. J'ai hâte en gros qu'ils se disent: «Ah putain, on est vraiment dans l'univers et la vision de Spark Days» et cetera. Donc pour eux, j'espère qu'ils vont gag et puis après juste, franchement que tout le monde passe un bon moment, tu vois? Genre je veux juste que les gens ils sont en mode, c'est différent. Il y a un peu ce truc en ce moment où les gens ils sont un peu en mode, YouTube, c'est trop devenu la télé, Ouais. on n'en peut plus, et cetera, tu vois? Et en fait, moi, ce que j'ai répété à maintes et maintes reprises aux gens de la télé et avec qui j'étais, tu vois, là, ces derniers temps, c'est que oui, mais en fait, juste ça manque de diversité dans le sens où les gens qui ont la chance et le privilège de pouvoir faire des formats produits, qui ont juste la thune pour faire ça, c'est souvent des mecs qui font du gaming, qui viennent de Twitch, etc. Et honneur à eux parce qu'ils ont une communauté, en vrai, c'est mérité, c'est leur truc, Oui, bien sûr, etc. il y Tu a pas vois? de souci, mais ils sont quand même très privilégiés par rapport à d'autres, C'est créateurs. ça, qui sont moins mises en avant et en fait, moi aussi, ce que j'aimerais, c'est que, bah, ça permette de montrer que, il y a aussi d'autres talents,
qui ont d'autres choses à raconter sous une autre forme, tu vois, sous une autre vision. Ils peuvent aussi le faire dans des trucs hyper produits, hyper cool. Enfin, tu vois, genre typiquement, on a usé le budget jusqu'au max à tel point d'avoir un joli confessionnal où les gens, enfin, le casting nous a fait des séquences hilarantes, etc. Tu vois, genre, on a vraiment fait un truc qui est produit, mais qui est pas genre YouTube produit, qui est genre vraiment un peu différent. Donc, j'espère que les gens aussi vont voir que, enfin, juste, ça va enfin, comment dire? Les divertir et même qu'ils soient en mode ok bah c'est le premier truc qui est vraiment Ouais, produit sur ta chaîne, tu vois. T'as fait un effort pour ne pas non plus que ça ressemble trop à de la télé, mais que ça ressemble pas non plus à tout ce qui est déjà produit sur ouais. YouTube en ce moment, quoi. Leur donner envie aussi de se dire, bah ouais, genre, on en veut plus en Oui, fait. voilà, c'est On ça. veut aussi voir ces profils, parce que je t'ai pas parlé du casting, tu m'as demandé, mais le casting en soi, c'est Marcus, c'est Sullivan, c'est Jules, c'est Paola, c'est Oji, Samia, Edouard. Eux aussi, genre, on les voit pas souvent dans des formats Oui, produits, ah mais ça, honnêtement. oui, ça c'est clair. Par exemple, Oji, je l'ai jamais vu dans un truc de bootcamp. Paola, bon, sa vie est un bootcamp, donc voilà. Marcus, ça va être hilarant. Première fois qu'il sort d'une voiture, on peut le dire, parce qu'avec son truc, le trajet, le voir dans un bootcamp, c'est trop bien. C'est clair. Edouard, déjà qu'il est hilarant, alors le voir dans un bootcamp, guys, Ouais. allez-y. Et même Sandy Jules. Même les garçons, Oui, c'est ça, c'est que même eux, en fait, bah, dans la fabuleuse, on s'est posé et en vrai, on en a parlé, on était en mode, mais juste même entre nous, c'est la première fois qu'il y a quelqu'un qui fait un truc aussi produit, en fait. ouais, ouais. Parce que bah, même eux, ils font de l'argent, mais ils n'ont pas non plus cet argent parce que les gens réalisent pas aussi qu'il y a différents grades quand même dans Ouais. l'influence et que pour pouvoir se permettre de faire des prods comme ça et les poster sur YouTube, il faut vraiment que ce soit rentable. Et donc, non, je pense que les gens vont comprendre Ouais. et vont kiffer. Et puis aussi, pour moi, c'est tombé à pic parce que c'est vraiment genre une manière de faire un joli cadeau pour mes 10 ans sur YouTube. Ouais. Que ça sorte l'année de mes 10 ans, je trouve ça hyper symbolique, tu vois. Donc ça, c'est cool, tu vois. Trop trop bien. Et évidemment, c'est déjà sorti et c'est disponible sur la chaîne de Spark Dice. Donc si vous n'avez pas encore vu Première Compagnie, let's go. Le lien sera dans la description de toutes les plateformes normalement. Et si vous êtes sur YouTube, vous avez juste à taper Spark Dice après cette vidéo-là. Et appelez vos cousins, appelez vos tantes, appelez vos grands-mères, Montrez à tout le monde, appelez genre. tout le monde, vous dites, vous regardez la vidéo et tout, genre, we need promo, genre, let's go. Genre, il faut du trafic sur la vidéo, genre, tu sais qu'est-ce que je vais faire là? Tu vas faire quoi? Non, je suis folle là. Tu vas faire comme tu avais fait avec Irel. Tu vas faire un faux compte TikTok pour faire des clips. Non. Non, mais déjà, faites TikTok là, vous aussi. Moi, mes abonnés, ils sont, genre, je vous aime, hein. Mais Ça- clipper en fait, je comprends Ouais, pas. en fait, comme ils sont plus fac, ils ont notre âge, c'est Ouais, des gens cool, tu ouais. vois. Mais du coup, bah, ils ont pas ce réflexe de faire des clips sur TikTok, alors que ça aide énormément, je vous en supplie, les filles, Oui, genre, vraiment, genre. Moi, si je vais voir des vidéos sur YouTube, c'est parce que j'ai vu un clip, hein. same! Littéralement, genre. Alors que c'est my job, mais Genre, genre ta same. vidéo de Bilal, toi et Sullivan, Oui. hilarante. Hilarante. Le clip était hilarant. J'ai cliqué sur la vidéo, j'ai été voir la vidéo, mais toute seule, j'aurais pas été. Non, les filles, c'est Parce que très je consomme important. plus trop YouTube. C'est très important. Très Je le dingue. dis jamais dans les conférences que je donne avec YouTube parce que forcément, On va pas faut leur dire dire short. oui. Du coup. Mais genre là, s'il vous plaît, clippez et tout, faites donnez la force. Et ouais, ce que je vais faire, c'est que genre là, genre honnêtement, et en même temps, je trouve ça génial. Genre, j'ai l'impression d'être dans les années 2000. Je crois que je vais aller devant les lycées et les facs et je vais dire Hi guys! T'es malade. Et je vais T'es donner des malade. tracks et Moi, tout. ils me font trop peur. La génération là, non, ils me font trop peur. Je peux pas. Ah, je peux pas. Vraiment, je peux pas. Même vers des. Tu sais, qu'on m'a proposé de faire des interventions dans les lycées, j'ai dit non. Mais moi, c'est les collèges qui me font peur. Ah, mais moi, lycée, collège, tout, ils me font peur. Mais en fait, à la rigueur, c'est plus la fac. Ouais, la fac, plus oui, sur les campus universitaires. Maintenant, on va parler de ce que ça signifie d'être influenceur, créateur de contenu en 2025. Comment tu gères les attentes de ton audience en termes d'éthique, de troll, de mauvais commentaires, de tout ce qu'on peut voir aujourd'hui parce que genre il y a ce truc de nouvelle loi, influence, le truc d'éthique, tu sais, on n'a plus le droit de parler de Temu d'AliExpress alors que on a tous commencé avec les cheveux envoyés par AliExpress finalement ici. Comment tu gères tout ça? Comment tu fais tes choix stratégiques dans, par exemple, tes publicités ou dans ce que tu vas dire à l'écran, dans ce qui est OK, dans ce que tu vas partager ou pas? Financièrement parlant, je peux plus me permettre de refuser beaucoup de trucs, Ouais. en vrai. Genre, en vrai, il y a plein d'OP où il y a des trucs moins qualitatifs que d'habitude, qu'à à une certaine époque, j'aurais fait ah, je refuse et tout, parce que. Mais dans la France à Macron, honnêtement, bah, je peux plus me permettre. Mais, ceci étant dit, grâce à ma longévité
et le fait qu'il y ait quand même des gens dans les bureaux de presse ou je sais pas où, dans les agences qui reconnaissent quand même mon travail, j'ai quand même le privilège d'avoir affaire à des choses qui soient assez qualitatives. C'est-à-dire que t'es mieux, on m'a proposé, mais par contre, ça, je refuse, tu vois. Non, mais enfin, oui. Littéralement. Après, genre, il y a toujours des couacs, il y a toujours des choses que je vais accepter qui peuvent être controversées. Et j'entends des fois, genre, j'entends complètement, genre, ce que les gens peuvent dire qui peut déranger. Mais des fois, genre, le truc, c'est que les gens, ils voient pas vraiment ce qui se passe en coulisses. Ouais. Et le fait que bah, je dépende aussi de ça pour vivre, pour payer mon loyer, etc. Et même si genre j'ai une vie qui est remplie de privilèges grâce à ce métier, parce qu'aussi on a beaucoup de choses qui sont offertes, etc. Tels les voyages, les ci, Ouais. les ça, etc. Bah t'as l'impression Oui, en que fait, je ça pense va. qu'il y a beaucoup de gens qui se rendent pas compte que être créateur de contenu, l'influence en général, c'est un métier précaire. En gros, tu peux passer 3 mois sans aucune collaboration, avec que des invitations, mais les invitations, ça ne nourrit pas ton compte en banque, finalement. Et si tu n'as pas de collaboration commerciale rémunérée, bah, en fait, tu ne manges pas et tu n'as pas d'argent. Et que derrière aussi, sur ces collaborations, tu es taxé genre à 50%. Si tu gagnes 2000 balles dans une collab, à la fin, pour toi, tu as 1000 balles. Et ces 1000 balles que tu dois investir soit dans toi, dans ton loyer, etc., soit dans tes projets. Et si tu as 1000 balles une fois par semestre ou par trimestre, c'est un peu compliqué. Et genre, je pense que les gens ne se rendent pas compte qu'il y a beaucoup d'influenceurs qui ne sont pas riches. Bah, ouais, à différentes échelles quand même, je Ouais. pense. Non, Parce mais genre, que, par exemple, Squeezie, enfin, vous posez pas la question, tu vois, oui, non, genre... évidemment. Mais en fait, le truc, c'est que il faut vraiment genre doser ce propos parce que dans le sens où genre, bah évidemment qu'à 25 ans, je vis quand même très bien Oui, bien pour sûr. mon âge, etc. Mais Précaire dans le sens, tu gagnes pas tous les jours de l'argent, c'est pas ça. précaire, tu dors dans la rue, s'il vous plaît. Mais il y a des périodes qui ont été beaucoup plus hard que d'autres. Il y a quelque chose que personne ne sait. Genre, en vrai, j'en ai jamais parlé, honnêtement. En 2023, il y a un moment où j'étais très loud pour la Palestine. Parce que, évidemment, bah, comme tout le monde, on a notre opinion sur le conflit, enfin, sur le génocide, pardon. Et j'étais assez loud en story. J'étais assez violent aussi dans certains propos parce que je voulais défendre aussi bah, la Palestine, tout simplement. Et par exemple, ça m'a valu de perdre beaucoup de collabs, tu vois. Ouais. Genre, honnêtement. Il y a plein de clients qui se sont dit, en fait, quand t'es trop politisé, etc., ça peut leur faire peur, etc. Que j'entends, mais pas trop non plus, en vrai, mais bref. Et donc, du coup, il y a une période de ma vie où vraiment, les gens ne savaient pas et je le cachais. Et c'était quand je vivais là, à Paris, dans le Ouais. 17, etc. J'étais déjà seul, etc. Où il y a vraiment, genre, des mois où, genre, je savais pas comment j'allais payer mon loyer. Je m'en suis toujours bien sorti parce qu'il y a il y a mon agent qui était derrière moi et on arrivait toujours à trouver un truc, etc. S'il fallait, il m'avance un peu d'argent et on remboursait avec d'autres collabs, etc. Cette période est désormais révolue parce que j'ai aussi revu mon schéma Ton économique, organisation, mon ouais. organisation, etc. J'ai tout restructuré, puisque, en plus, comme je l'ai dit en début de vidéo, je suis un peu une galère pour gérer mon argent. Quand t'as pas grandi avec des parents qui t'enseignent comment le faire, etc., bah, c'est pas évident. Même pour tout ce qui est l'URSSAF, les Ouais, non, mais impôts, et si, tu l'éducation vois. financière, c'est hyper important, hein. C'est hyper important. Et bah, personnellement, j'adore mes parents, mais j'ai pas eu la chance d'avoir ça, tu vois. Aujourd'hui, il y a ChatGPT, thank God pour ça, en vrai. Il y a des gens aussi qui Ouais, travaillent en banque, ouais, ouais. Johan. Mais cette période, elle m'a permis de juste redescendre aussi, tu vois, de vraiment comprendre mes privilèges, de savoir ce que j'avais vraiment envie de faire, etc. Et maintenant que c'est passé, genre, je suis un peu grateful que ce me soit arrivé parce que sinon, j'aurais continué dans un truc où j'aurais continué juste à me faire de la thune et peut-être devenir quelqu'un que j'aurais pas aimé Ouais, être aujourd'hui, tu vois. ok. Donc ouais, sinon, il y a des périodes qui sont plus difficiles que d'autres et les gens ne se rendent pas compte parce que on voit que en surface les posts Insta, les voyages. Ah, mais en fait, le truc, les gens, c'est qu'ils se disent genre, ah, mais du coup, mais t'étais grave au ski la semaine dernière, Ouais, etc. mais en fait, tu sais pas ce qui se cache derrière la photo au ski, en fait. Mais il y a des fois où, genre, honnêtement, ça m'est arrivé d'être invité à des voyages presse et d'être trop content d'être invité parce que je me suis dit, bah, en fait, c'est 4 jours où j'ai pas à me payer à manger. Et c'est bête, tu vois, mais genre, c'est la vérité. Il y a des fois, il faudrait en faire une série ou un film, tu vois, il y a des contrastes qui sont fous quand même, tu vois. C'est très Hunger Games, en vrai, ce que je raconte. Et aujourd'hui, dans le monde de l'influence, est-ce qu'il y a des trucs que t'aimes et des trucs qui te plaisent moins? Après 10 ans, qu'est-ce que tu... C'est quoi le jugement? J'ai commencé il y a 10 ans et donc je fais partie des vieux créateurs un peu maintenant, tu vois. Mm. Mais en termes de créativité, c'est tellement mieux aujourd'hui dans le sens où tu peux être n'importe qui, parler de ce que tu veux, avoir vraiment ta niche et au plus tu es précis dans ce que tu exprimes, au plus tu vas trouver ta communauté, particulièrement grâce aux algorithmes de TikTok par exemple qui sont quand même très précis.
je trouve que tu peux vivre et te trouver des opportunités dans ce que tu fais, tant que tu fais pas quelque chose de large. En fait, le truc, c'est qu'aujourd'hui, il y a plus besoin de plaire à tout le monde, de se fitter dans une case et moi, en vrai, c'est quelque chose que j'ai toujours cherché, en fait, en commençant sur YouTube il y a Ouais, 10 ans, tu vois? Donc je trouve que si tu te lances ou alors si tu vraiment un univers qui est défini, c'est cool parce qu'aujourd'hui, il y a plus de justice, dans cette ère où genre, au plus tu es créatif, au plus tu as ton truc et cetera, au plus, tu vas pouvoir trouver tes opportunités et pas juste être, caché quelque ouais, part, ouais, tu bien vois? sûr. Donc ça, j'aime beaucoup. Après, Est-ce qu'il y a des trucs que t'aimes pas du tout, genre, t'es en mode franchement, arrêté, genre? mais il y a rien qui me dérange parce que dans le sens où genre je suis grave détaché de ça, en fait. OK, C'est-à-dire que genre, je vais plus forcément à tous les events où j'allais, ouais, à l'époque et cetera. Je croise plus tous ces profils, un peu relous. Genre franchement, il y en a, je peux pas me les saquer en vrai. Il y a beaucoup d'influenceurs qui se lancent parce que genre ils veulent faire ça en tant que métier et être dans le truc hyper classique et je respecte grave, tu vois? Mais souvent, c'est des gens avec qui je n'ai aucune conversation, j'ai trop oui, la flemme, flemme genre, tu vois? Et non, moi je suis tellement bien avec mes potes, genre tu vois, ça fait 10 ans qu'on est potes, qu'on se retrouve au café, qu'on fait nos trucs et cetera et ça me suffit amplement, tu vois? OK, Genre j'ai pas d'avis particulier sur l'influence. Je regarde pas beaucoup d'influenceurs en vrai. Genre je préfère mater mes Disney tranquille à la maison, OK, ouais. mes séries, mes trucs et tout, tu vois? Non, je suis pas TikTok, je suis à fond sur TikTok en Oui, vrai. bien sûr. Je dose TikTok, j'adore. Qui n'est pas à fond sur TikTok? Mais non, il y a rien qui du coup me trigger vraiment. Je suis un peu en mode genre moi je suis vraiment de l'école de genre chacun fait sa vie, fait ton Ouais, truc. chacun son dos. Tant que tu trouves ton compte, que tu fais pas chez les autres et tout, vas-y genre, tu vois? OK, et tu vois le secteur évoluer comment pour la suite? Je pense que là déjà on est dans l'ère où au plus, l'authenticité ça règne. Déjà ça y est, genre les gens ils veulent plus de masques et tout, Ouais, donc ça c'est trop cool. Ensuite, je pense que ça va prendre un peu de temps, mais enfin moi j'aimerais bien que juste, ce soit juste les créatifs qui prennent le dessus, tu un podcast comme ça, tu sois mise en avant, t'as un truc, que tu as fait, c'est cool. Enfin tu ouais, vois ce que je veux dire? Que ce soit plus je pense que l'influence hyper classique, je citerai pas de nom, mais il y a des agences qui ont juste des profils où c'est que genre cette façade, Instagram et ça vend, tu vois? Pour moi, ça va tomber parce que genre, c'est fini ce truc de genre: «Ah, achète ce parfum». Tu vois? Genre ça y est. Genre pour moi, genre flemme. non, je n'ai pas d'argent en fait. Déjà et en plus les gens ils ont compris genre, c'est bon, tu vois? Je pense Ouais, que juste, le storytelling il va changer. Je pense que en vrai le format podcast a quand même amené un truc de genre, bah, on est plus dans la conversation, on est ouais, plus dans ça c'est trop, l'échange. trop bien ça. C'est génial et je pense que tout le monde en a besoin. Donc ouais, non, moi j'ai après tu me connais, moi j'ai toujours été, très Disney, très vision utopique. Donc moi j'ai juste espoir que genre, on évolue vers quelque chose de plus sensé dans les conversations qu'on crée, qu'on Ouais. échange, dans ce qu'on propose et tout, ouais, je pense que c'est plus ça. Genre, je pense que juste en fait le truc un peu plan-plan de la vitrine Instagram classique, ça Ouais, va des c'est panneaux fini. publicitaires, c'est bon, ça y est, stop. C'est ça. Ça commence à saouler tout le monde anyway, donc Ouais. voilà. Pour moi, c'est ça, juste la suite logique. On a parlé du côté influence de toute ton histoire sur YouTube, mais tu as aussi touché à la musique, avec plusieurs reprises cover, mais tu as aussi sorti un single qui s'appelle Que je love. Toutes les étoiles ont leur aligné ce soir. Aime-moi, regarde-moi, je suis proche de toi, je n'en reviens pas, je te cherche ce soir, j'arrête de boire et j'ai hâte de te voir pour encore, que je love, encore que je danse, encore que je vive, encore que je désire, encore que je love, que je désire, encore que je love. Comment est née l'idée de faire de la musique? En fait, la musique, c'est vraiment un truc qui est en moi depuis genre tout petit. Quand j'étais petit, mon père, il passait son temps, il est passionné des amplis, des Ouais, enceintes, et cetera. je me rappelle. Donc indirectement, Thierry, ma vie, genre. Il allait, genre, parfois, il faisait des genre, sur le Bon Coin et il allait à 23 heures chercher le vinyle ou le truc qu'il lui Ouais, fallait, genre, une dinguerie. non, vraiment et du coup, bah, tout petit, je voyais traficoter de ça et genre moi, j'étais grave je baignais dans ça. En fait, même la basse et tout, je Ouais, pense que c'est lui qui m'a un peu transmis ce truc-là, genre d'aimer la basse dans les sons et cetera. Dans ma famille, tout le monde est très musique, mais personne ne fait de la musique parce que, OK, bah pareil, genre pouvoir apprendre d'un instrument, c'est soit quelqu'un, connaît dans ta famille, soit il fallait être assez un peu privilégié quoi pour avoir ouais. la thune pour, faire des cours et cetera. Mais, dans ma petite ville, à Limeil-Brévannes que j'embrasse où j'ai grandi, ma mère elle m'a inscrit au conservatoire parce que du coup tu avais des aides, c'était beaucoup plus simple, et cetera et donc j'ai eu des premières bases et en fait j'ai touché à tout. J'ai fait du solfège, j'ai fait de la batterie, j'ai fait du xylophone, j'ai fait du piano, j'ai fait de la guitare. Mais à chaque fois, je switchais de trucs. J'ai jamais fait genre 5 ans de trucs. Juste pour juste appréhender tous les trucs comme ça, et cetera. Sauf que, bah, j'avais un peu une enfin, genre, m'enseigner de la musique de manière genre scolaire,
bah, c'était pas du tout fait pour moi et ça me dégoûtait un peu du truc, donc j'ai délaissé ça. Je chantais beaucoup quand j'étais petit, jamais devant mes parents parce que j'étais très pudique, mais je m'étais inscrit au club de chant de mon collège, etc. C'était grave mon truc, etc. Et puis, je suis un passionné de musique, bah, je parlais que de musique, surtout sur ma chaîne YouTube, l'actualité de musique, etc. Écouter un album, faire une analyse et tout, c'était trop mon truc, etc. Et donc après ça, en grandissant, j'ai grave perdu confiance en moi parce que s'exprimer à travers la musique, faut le faire. Et puis, je suis devenu, Bilal est devenu mon meilleur ami en quelque sorte, où pendant littéralement même un an et demi, j'ai genre plus dormi chez lui que chez moi. Et lui était déjà, Bilal a une vraie formation de conservatoire, etc. Et puis il chantait déjà, il enregistrait déjà ses démos, tout ça. C'était, enfin, Bilal quoi. Et du coup, bah en fait, être avec lui me donnait confiance et moi je commençais à me confier à lui par rapport au fait que moi je voulais genre aussi m'exprimer en musique et faire mes trucs et donc ça m'a grave aidé d'être proche de lui pour ça. Et entre-temps le process a été hyper long parce que bah, il fallait encore que je reprenne confiance en moi, que je reprenne des cours de chant, que je ci, que je ça. Et même ma vision des choses était très... Parce que du coup, grandir avec Bilal c'était trop bien et après toutes les rats où du coup il a percé et qu'il a eu l'Eurovision, l'album, enfin, le label, etc., ça a grave biaisé ma vision de ah, si je veux faire de la musique, ça veut dire que mon parcours doit pas être similaire au sien, mais doit être en quelque sorte avoir une structure à peu près similaire dans le sens où il faut que ce soit pro, il faut que ce soit truc, etc. Et donc, il m'a connecté avec celui qui avait produit son deuxième album. Et on a fait cette chanson qui s'appelle Que je love, avant même que je crée IRL. Et finalement, elle m'a tellement gag, la chanson, que c'est devenu le générique de IRL. Et j'ai pris tellement de temps à la sortir que elle est sortie après les 2 saisons de IRL, qui était un peu comme un cadeau pour IRL et qui était un peu une première pierre à l'édifice de je veux faire de la musique. Et entre-temps, en gros, c'est que depuis que je vis seul que je me permets d'explorer. Parce qu'en fait, faire de la musique et trouver ton son, ton univers, ta voix, c'est un process qui est long et qui est hyper cringe. Donc, c'est un truc que tu peux faire que chez toi. Personnellement, moi, je pouvais le faire que chez moi. Et en gros, là, j'ai passé 2 ans à écrire, à poser des mots sur des taille beats, etc. Et puis là, honnêtement, j'ai genre 30 maquettes qui sont prêtes à aller en studio et à être faites, quoi. Ouais. Et 2026, c'est l'année où je me sens vraiment prêt. Donc, Ok, voilà. donc là, il y a une évolution dans le monde de la musique. Ouais, je suis quelqu'un dans le monde de la musique. Ok, genre, on Comme ne dirait pourra ça pas te Fraise. dire t'es dans le monde de la musique, toi, parce que oui, genre. Ouais, les filles. Ok, trop bien, trop hâte. Mais du coup, comment tu vas gérer tous ces projets entre première compagnie, un album, un EP? Qu'est-ce que Je ça... pense que de sûr, il y a un EP qui sort en 2026. Genre là, Ok, mais 2026, c'est genre demain, donc tu nous parles de février, mars, ou tu nous parles de Non, Tranquille les filles, genre. normalement, là, je vais pas donner de mois, mais je pense que genre début 2026, il y a un son qui sort. Ok. L'EP courant l'année. Tu me Ça, connais? ça veut tout dire, hein, en fait. Courant l'année. Non, en fait, moi, je suis quelqu'un où juste, j'ai appris, et parce que je suis très spirituel aussi, à juste être focus dans ce qui m'entoure maintenant, le moment présent, Oui, etc. bien sûr, ouais. C'est-à-dire que et aussi avant, quand j'étais jeune, je m'éparpillais beaucoup. J'étais en mode, il faut absolument que je fasse ça, et que je fasse ça, et que je fasse ça, pour que je plante des graines et que tout fleurisse à un moment. Ouais. Mais ça marche pas comme ça. Maintenant, j'ai appris au juste là, première compagnie, c'est arrivé à moi, bah, je me mets dedans. Et tout ce qui vient à moi, qui en découle et tout, je le fais. Bien sûr, ouais. Si je veux faire un son et que je suis dedans, je suis dans ça. S'il y a un autre truc qui vient, je suis dans ça. Et en fait, moi, mon but, c'est juste de pouvoir m'amuser, de m'exprimer créativement. Et avant, je pensais différemment de ça, mais je veux plus être ce truc où, genre, je switch et c'est clivant. C'est-à-dire que, genre, Ouais. ah, là, c'est Spark Dice super. Ah, d'un coup, maintenant, Spark Dice fait de la musique et c'est tout. Ok, Genre. ouais. Tu vois, c'est juste en mode, genre, bah, en fait, je m'amuse. Genre, cette année, j'étais au concert de Tyler, The Creator, que je salue parce que c'est un copain à moi. Je crois que c'est pas chez toi. Et, et j'ai grave kiffé. Et en fait, j'ai découvert après son concert, genre vraiment son parcours. Et si tu veux, lui, aujourd'hui, il est très respecté dans la musique, il est nommé dans les Grammys, etc. C'est un artiste de fou. Mais il a commencé en faisant aussi des pranks ou des gags sur MTV. Mais tu vois, des trucs un peu ghetto Ok, ouais. et rigolo, tu vois. Et cet exemple m'a fait un peu un déclic de genre juste, bah du coup, tu peux faire ce que tu Oui, veux. t'as le droit d'être tout ce que tu veux être, tant Da- que ça te fait plaisir et que c'est sur le bon chemin pour toi, quoi. Exactement, et que tu trouves ton compte et que tu es bien dans ta tête et dans ta vie, etc. Donc c'est un peu la vision que j'ai sur cette prochaine année et pour même les 10 prochaines. Ok, très bien. Bah, j'allais te poser la question sur ton futur, etc. Et où tu voulais emmener Spark Dice dans les prochaines années. On arrive au mot de la fin. Un conseil que t'aurais aimé qu'on te donne quand t'as commencé. Attends, je réfléchis, c'est important. Un conseil, ferme ta gueule. Parce que si je me lève, non, un conseil, en fait, il faut juste grave se fier à son intuition. Ne jamais écouter les autres.
C'est-à-dire que genre les avis des uns et des autres peuvent être cool, mais il faut jamais se dire: «Ah, il a fait comme ça, donc il faut que je fasse comme ça». Comme j'ai dit tout à l'heure, on est dans une ère où l'authenticité, elle règne. Donc, au plus tu respectes ton ADN, tu rends hommage à tes idées et que tu vas aller au bout de tes convictions, et au plus on va te le rendre. Il faut juste être un peu patient. Les 10 dernières années ont été folles, mais c'est que aujourd'hui, au bout de 10 ans, Ouais. que je me sens encore plus à l'aise et plus compris dans le travail que je fais, etc. Il faut juste être patient et persévérer. Et puis, franchement, c'est hyper bateau tout ce que je dis, mais c'est juste la vérité, en fait, tu Tu vois. sais que j'ai vu une stat que y a quelqu'un qui a dit, enfin, je sais pas si c'est une stat ou si c'est juste genre un adage, que en vrai, tu commences à percer au bout de 10 ans parce que tu as compris en fait comment le milieu dans lequel tu es fonctionne. Et Ouais, c'est au bout de 10 ans que tu vas voir tous les trucs se concrétiser. ouais. Et que aussi, les 10 premières années font sens. Comme j'ai dit un peu avec Première Compagnie, tout ce que j'ai pu faire avant, bah, ça nourrit Ouais, le fait qu'aujourd'hui, je puisse faire ça et que ça ressemble à ça. Bah, comme dans juste la vie bah normale, oui. en 10 ans, il se passe beaucoup de choses, tu grandis. Et ouais, je pense qu'il faut juste se faire confiance. Et ce que j'ai dit tout à l'heure aussi, mais je le redis, au plus tu es précis dans ce que tu exprimes et au plus tu vas trouver ta communauté et y trouver ton compte, quoi. Exactement. Ouais. Bah merci Joanne pour cette conversation. Merci pour l'invitation. Bah tu reviens quand tu veux et j'espère que ça vous a plu. Spark Davis sur vos écrans quand même, enfin il faut le souligner. 10-year anniversary. Première compagnie est disponible sur la chaîne de Joanne. C'est sorti en décembre, donc n'hésitez pas à aller checker. It's now streaming. Bisous! Bisous.